Vers 1600, Séville prend la première place. Le peintre Francisco Pacheco anime une académie où se rencontrent peintres et écrivains. Il peint dans un esprit religieux et devient même censeur pour l'Inquisition, chargé de vérifier si les tableaux d'église correspondent aux doctrines officielles. Il engage un apprenti qui fait son portrait ici en 1620. Ce jeune homme, il le marie à sa fille et il deviendra un des plus grands peintres, Diego Velázquez. Voici un chef-d'œuvre qu'il réalise à 19 ans. Humilité, don, pauvreté, vente de rue, réalisme, bodégone. Le nouveau Premier ministre étant sévillan, Velázquez tente sa chance et devient peintre du jeune roi Philippe IV. Il est employé à la cour et peint des portraits officiels. La sœur du roi ici, son frère. Mais pour l'aristocratie, avoir un métier est ignoble. Un aristocrate ne travaille pas. L'art de la peinture est donc pour Velázquez un noble passe-temps, une philosophie pratique en quelque sorte, parmi ses occupations de décoration et d'intendance du palais. C'est dans cette hiérarchie qu'il va grimper et faire sa carrière et sa vie. Velázquez partage ainsi l'intimité du roi, l'ennui, l'austérité, la tristesse. Philippe IV a perdu son fils, Balthazar Carlos, à 16 ans. On voit que Velázquez a modifié la pose pour donner au roi une allure réservée, avec la jambe en retrait. On aperçoit la correction, le repentir. D'une certaine façon, Velázquez est prisonnier du palais, mais il profite du séjour du peintre Rubens à la cour en 1629, qui insiste auprès du roi pour que Velázquez aille se former en Italie. Il en ramène ce tableau, exposé dans les appartements royaux. Le roi se voit alors compagnon des hommes du peuple, qui se prennent à leur tour pour un roi ou un dieu, Bacchus, un soir de cuite. Velázquez décrit aussi la réalité de la guerre, assagie par le protocole officiel. Vous voyez au centre la relation courtoise de remise des clés de la ville de Breda, dans les Pays-Bas, aux Espagnols. Mais Velázquez le montre aussi avec un côté trivial, donnant à droite de l'importance à la croupe du cheval, et à gauche à l'humanité des soldats vaincus. Montrer les hauts et les bas, la grandeur et l'humilité marquent le caractère baroque de l'existence. C'est ce qu'expriment à leur façon les nains de cour. Amuser, rappeler aux puissants les aléas du destin. Il n'y a pas moins d'humanité et de force dans ce portrait du nain assis, El Primo, que dans celui d'un grand d'Espagne. Velázquez peint ainsi des philosophes ou des hommes de lettres vêtus comme des clochards. À gauche, Ésope, à droite, Ménippe. Cette idée baroque de philosophe pauvre avait été créée par un peintre espagnol vivant à Naples, dont les territoires étaient une possession espagnole, Giuseppe Ribera, qui peint Démocrite en 1630. Humanité, sagesse, discrétion sont des valeurs humaines supérieures qui sont partout. Elles ne sont pas la propriété de l'arrogance des puissants. En 1650, Velázquez repart pour Rome. On le présente au pape, il fait son portrait. Innocent X consacre son talent, ce qui lui confère un statut égal à celui des très grands comme Titien,
Raphaël. Même le pape avait peur du regard sans concession de Velázquez, qui peint avec brio et énergie, comme à la pointe du fleuret. L'artiste est au service du pouvoir, mais le propre de l'art est l'indépendance, la qualité de profondeur et l'amplitude de la vision. Le pape a l'air inquiet, sur la réserve, cruel, prêt à bondir, comme s'il gardait en lui tout le cri de l'humanité, de détresse ou de violence. Certains dans la tenture ici ont vu un cri. Velázquez exposera à Rome, à côté du portrait du pape, celui de son esclave musulman, Juan de Pareja, qu'il va libérer quelques mois plus tard. La grandeur, c'est cet esprit d'égalité. Le grand chef-d'œuvre de Velázquez est ce tableau intitulé « Les Ménignes ». C'est un portrait de l'héritière devant ses parents et un portrait du peintre reconnu comme homme noble, intégré à la famille royale. Il a ses appartements dans le palais. Il peint le roi et la reine, qu'on voit dans le miroir. Il peint le regard sur eux tous, du roi et de la reine. Mais maintenant que le tableau est public et plus dans le bureau du roi, celle et celui vers qui tous les yeux se retournent est ainsi devenu n'importe quel spectateur. Nous sommes le roi et la reine. Chacun de nous se regarde en tant que sujet à travers le miroir du couple royal. Le véritable sujet humain que Velázquez se peint en train de peindre, véritable sujet symbolisé à l'époque par le roi, la reine et leurs descendants. Ce véritable sujet, c'est en fait l'être humain, compris comme écheveau de relation, à soi-même, aux autres et au monde, dedans et dehors. C'est ça que Velázquez embrasse du regard, concentré, élargi, d'un coup d'œil et d'un geste. Il attrape au bout du pinceau le fil de la lumière qui emplit la pénombre du palais. La lumière du monde, derrière les murs. Celle du Dios, matérialisée, incarnée simplement dans les corps, dans le corps d'une petite fille qui sera à son tour lieu et passage de la vie. C'est l'ancienne icône du Gréco devenue volume réel du champ des relations humaines. La faculté qu'a l'artiste de synthétiser une vision du monde lui donne place, à côté du roi, en égal. C'est son côté philosophe, poète, anthropologue. C'est à l'intérieur de son obéissance aux règles de la cour que Velázquez a trouvé sa propre liberté. En 1660, il est venu à Saint-Jean-de-Luz, sur l'île des Faisans, dans la Bidassoa, préparer l'attente et le protocole d'accueil pour le mariage de Louis XIV avec Marie-Thérèse, la grande sœur de Marguerite-Thérèse, ici sur le tableau. Velázquez, à cette occasion, a été reconnu comme un être admirable, discret, el discreto, élégant, efficace. Épuisé, il mourra 2 mois plus tard. Un autre grand sévillan du siècle d'or, c'est Francisco de Zurbarán. Il a peint pour les monastères et les ordres religieux. L'austérité, le dépouillement est de mise. Ce tableau raconte la légende de Saint Hugues, l'évêque à droite qui fournissait la viande aux premiers moines chartreux. Mais ils se sont endormis et se réveillent 40 jours plus tard en plein carême. L'évêque qui vient vérifier leur abstinence les trouve devant les assiettes de viande. Quand il se penche,
la viande redevient cendre. C'est une façon de figurer le contrôle inquisitorial. Le tableau aide à affermir la frugalité monastique. Zurbarán est aussi connu pour ses natures mortes. Les bodegones sont à la mode, très prisés par les riches cardinaux collectionneurs. La création, c'est Dieu. Mais c'est aussi, après la Renaissance, comme dans l'Antiquité, les produits de la terre et de l'artisanat humain. Le contraste entre la population pauvre et la notion chrétienne de charité, c'est la spécialité de Bartolomeo Murillo, lui aussi sévillan. Le réalisme et la misère appellent la tendresse et la pitié. L'idée, c'est que la lumière est la miséricorde divine. Dans ces deux mendiants qui mangent un gâteau en riant, la charité et la lumière, le concept qui vient d'en haut. Au musée Bonnat encore, ce grand tableau de Murillo montre un inquisiteur qui était venu déguisé sur le terrain pour vérifier les agissements d'un franciscain soignant les pauvres. Mais le moine le reconnaît, s'agenouille, fait donc allégeance, et à droite en cape rouge, Murillo à côté de l'inquisiteur. Ce qui me frappe dans l'écart entre l'aristocratie et les pauvres, où la religion fait tampon, c'est l'image en teinte pastel du malade, replié sur sa canne. Il fait penser, mais à qui me fait-il penser? Voilà, il fait penser au Picasso de la période bleue. On se retrouve la semaine prochaine pour une deuxième partie où je vous parlerai des temps baroques, de la cour espagnole sous Carlos III, de l'œuvre de Goya. Nous irons faire un tour du côté du Mexique, découvrirons quelques femmes peintres modernes peu connues et évidemment des grands noms du XXe siècle. À bientôt.